Alors, le premier point. À travers l'absence dans ces mouvements contestataires de référence aux religieux, et ça a énormément frappé les observateurs occidentaux, parce qu'ils s'attendaient à voir que du religieux. Il y a, et ça, Fariba l'a développé dans ses analyses et bien d'autres, on assiste quand même à une forme d'émancipation donc du religieux par rapport aux politiques. En tout cas, pour moi, je le lis comme une forme d'émancipation du religieux par rapport aux politiques. Je m'explique, et c'est peut-être provocateur. C'est une thèse provocatrice, quoique il me semble que la religion, partout, et notamment dans les pays musulmans, ou dits musulmans, elle était tenue jusqu'ici en laisse par les structures politiques autoritaires qui ont tiré légitimité politique et coercition sur la société civile. Donc, moi, j'inverserai le processus de sécularisation qu'on a connu en Occident. En fait, ce n'est pas la religion qui tient le politique dans le monde musulman. Moi, je dirais que c'est plutôt le politique qui tient la religion, la pauvre religion qui n'arrive pas à s'émanciper, qui doit s'émanciper. Je vous donne pour preuve, et là, franchement, je ne peux pas rater cette occasion, le grand imam de l'université d'Al-Azhar a été interviewé dans le journal Le Temps, donc Le Temps, pas Le Temps de Tunis, Le Temps de Genève, disons de la Suisse romande, une interview, et le 22-23 janvier, dans le week-end. Alors, dans cette interview, voix de 100 mètres, parce que finalement, dans les pays arabes, l'autorité religieuse, elle est nommée directement par le gouvernement. Le grand moufti de la République en Tunisie ou le grand moufti de la République en Syrie ou en Égypte sont nommés par le gouvernement. Le grand imam aussi d'Al-Azhar. En tout cas, c'est devenu une habitude sous Moubarak. Donc, voix de 100 mètres, il a osé proclamer, donc, dans une interview d'une page, la veille même du déclenchement de la révolution dans son propre pays, que l'Égypte n'était pas la Tunisie. Que l'Égypte n'était pas la Tunisie et que tout allait parfaitement bien dans le meilleur du monde. Et il en a profité pour nous servir encore une vision monolithique de l'Égypte musulmane, etc. Donc voilà, c'est juste pour dire en fait que le facteur religieux est en train, ou en tout cas dans ces sociétés, d'être intériorisé et qu'il n'a plus finalement la légitimité politique qu'il a pu avoir et même il n'est plus le garant métasocial en fait, ou d'un projet métasocial. Le deuxième point, pour aller vite, Mounia, elle veille à tout, au temps et au reste, à la forme et au contenu. Bon, alors le deuxième point, c'est la femme. Pour aller vite, on constate en fait que la femme, qu'elle soit découverte comme en Tunisie ou voilée comme à Bahreïn, était présente dans les manifestations. Elle était présente dans les manifestations. Alors une telle présence contestatrice de l'espace souligne un changement dans les rapports de sexe. Et dans le sens suivant, le désir universel de libération à l'égard des structures dominantes n'obéit pas en effet à un schéma unique. Le schéma séculier progressiste que nous avons connu en Occident et auquel d'ailleurs beaucoup de musulmans ou de musulmanes y adhèrent. En Tunisie, une bonne partie de la gauche y adhère et elle veut un modèle laïque à la française, etc. Bien sûr, mais il y a aussi d'autres façons et d'autres voies, celle d'un féminisme élaboré à partir des normes islamiques elles-mêmes. Et d'ailleurs, Fariba l'a bien montré en Iran. Et en Iran, en fait, la condition de la femme est bien plus avancée, en tout cas, que dans cet impossible pays qu'est l'Arabie Saoudite, par exemple. Enfin, on ne tape jamais sur l'Arabie Saoudite, on tape sur l'Iran. L'Iran, la femme est beaucoup plus avancée à partir d'une contestation du système, ou en tout cas à partir des normes islamiques. Donc ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays arabes, et il y a des études anthropologiques importantes qui l'ont montré. Saba Mahmoud, qui est pakistanaise, mais qui a travaillé sur le mouvement des femmes des mosquées en Égypte, notamment, elle a bien montré en fait comment l'émancipation de la femme, elle n'utilise pas ce terme parce que c'est un terme très connoté, elles habitent la norme islamique, le modèle du prophète, etc., pour subvertir, en tout cas pour se rapproprier leur corps, pour se rapproprier, etc. Et je dis ceci, alors que moi-même, je suis d'une génération où je suis un laïc fondamentaliste. C'est vrai, il faut le dire, enfin, et Michel le sait, on est une génération, on avait été formé à l'universalisme français, et pour nous, voilà, une société ne peut avancer progressiste que si on met de côté la religion. Donc c'est plutôt contre mes convictions, à la limite, que je dis ça, et ça, c'est une analyse anthropologique, et c'est ça l'importance. Alors, troisième point. Et je finirai. La troisième dimension concerne le rapport à la violence. Et moi, il me semble que c'est absolument fondamental ce point de la violence. Les manifestants qui sont descendus
dans la rue, sont descendus les mains nues. Ils sont descendus les mains nues pour exiger le départ, comme on l'a vu, des dictateurs et des réformes politiques. Ils l'ont fait en dehors, de nouveau, enfin je le répète, de tout exclusivisme idéologique ou religieux, en dehors de toute revendication ethnique ou même nationaliste, même s'il y avait des drapeaux. Mais les drapeaux, c'est une façon de se réapproprier leur pays contre tous ces corrupteurs, contre tous ceux qui se sont appropriés privativement ce pays. Et donc, pas d'allégeance partisane, aucun cri non plus contre l'étranger ou l'ennemi. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on nous a toujours habitués que l'arabe ne peut être que contre, et contre l'Occident, contre le colonialisme, contre Israël, contre l'Amérique. Et là, pas de cri contre l'Amérique, pas de cri contre Israël, pas de cri contre l'ennemi, même en Tunisie, malgré les faux pas de Sarkozy et de Mario Ali, non. Bon, enfin, bon, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'elle avait presque la nationalité tunisienne. Mais enfin, bon, malgré cela, en fait, il n'y a pas eu de mouvement anti-français ou xénophobe, etc. Pas du tout. Donc, il me semble qu'une telle attitude témoigne d'un changement par rapport à la raison sacrificielle. Pour aller très vite, c'est quoi la raison sacrificielle? C'est que le malheur est directement projeté sur la figure d'un bouc émissaire, sur l'étranger, qui est rendu responsable de ses échecs. On n'a pas arrêté de dire « Ah oui, c'est le colonialisme, ah oui, c'est les Américains, ah oui, c'est Israël ». Ben non, tout cela, c'est fini, on ne l'a pas entendu. Et les foules qui sont descendues dans la rue, en tout cas, semblent être sorties de la logique du ressentiment. Il semble fini le temps où les individus s'aliénaient au profit du culte de l'unanimisme national ou religieux. C'était ça, en fait, tout le problème. Il n'y a plus cet unanimisme. Et il est fini le temps où on était prêt à se sacrifier pour un chef politique ou un guide religieux suprême, le combattant suprême, Bourguiba ou d'autres, ou bien le guide suprême, etc. Donc cette fois, les révoltés ont préféré, et là aussi c'est une dimension symbolique extrêmement importante, retourner la violence contre eux. Retourner la violence contre eux dans le désir de s'appartenir justement à nouveau. Donc c'est une façon, en fait, d'aller à l'encontre de la violence. Et là, je crois que c'est Olivier qui l'a soulevé, enfin, la question, ou en tout cas quelqu'un ce matin, par rapport à cette question de la violence. Comment se fait-il qu'on n'a plus peur tout d'un coup, en fait, de la violence, enfin, de la mort, enfin, qui nous attend dans les manifestations? Alors, quelques-uns se sont immolés, Mohamed Bouaziz qui est devenu le symbole, mais il faut dire qu'avant lui, il y a eu quand même aussi beaucoup de personnes qui s'étaient immolées par le feu. Mais enfin, bon, voilà, il est devenu symbole et certainement qu'il va y avoir une étude pour comprendre comment ça s'est cristallisé autour de Mohamed Bouaziz, non seulement en Tunisie, mais dans le monde arabe, dans le reste du monde arabe. Alors, pour finir, on peut dire que dans le cadre des structures autocratiques qu'il subissait, beaucoup, en effet, se considéraient comme des morts vivants. Comme des morts vivants, beaucoup se posaient la question de savoir de quoi arabe était-il le nom, hein, ou de quoi égyptien était-il le nom, de quoi tunisien était-il le nom, aujourd'hui, de quoi syrien était-il le nom, en quoi libyen était-il le nom. Et probablement, c'est pour réintégrer un moi émancipé que ces opprimés ou ces humiliés se sont révoltés contre les tyrans, manifestant, de mon point de vue par là, une véritable révolution anthropologique. C'est-à-dire, on peut dire vraiment qu'il y a une rupture là, une rupture importante qu'on n'a pas vue, enfin, ou qu'on n'a pas suffisamment vue, ou bien qu'on a vue, mais que peut-être dans les secteurs un peu discrets de la recherche anthropologique. Alors pour terminer, on peut dire que peut-être, et là c'est un peu une conclusion, enfin un peu pas slogan, mais enfin un peu qui résume un peu ce que j'ai dit, quoi. Il me semble que tous les mythes arabes sont en train de s'écrouler, hein. Les mythes arabes entre guillemets aussi. Les mythes arabes, c'est peut-être, ça ne veut pas dire qu'ils existaient pour de bon. Enfin, c'est un peu dans l'imaginaire aussi. Dans l'imaginaire qu'on a construit sur les Arabes, et dans l'imaginaire que les Arabes eux-mêmes se sont construits à un certain moment. Ces mythes arabes, c'est quoi? C'est le rapport fantasmé à un passé glorieux, hein. Donc là aussi, est-ce qu'on a parlé, ah oui, l'époque de Cordoue, l'époque de l'Andalousie? Ben non, on parle du présent. Déjà ça. La croyance en un ethos religieux ou national primordial. Là aussi, il ne me semble pas que c'est l'élément déterminant. Le culte du chef sauveur, hein, le recours à la violence, la politique de l'anathème et de l'exclusion. Donc il me semble que tous ces mythes-là ne fonctionnent plus, en tout cas, pour autant qu'ils aient fonctionné à fond, ils ne fonctionnent plus. Alors, seuls, finalement, les derniers tyrans y croient encore. Et à travers leurs gesticulations et menaces, ils ne voient même pas, et je pense à quelqu'un auquel vous pensez tous, ils ne voient même pas que le roi est nu, hein. Et c'est peut-être la leçon qu'on peut tirer de ces événements. Voilà, je vous remercie. J'espère n'avoir pas trop pris de temps.